Je vais partager mon écran afin que vous puissiez voir là, ma présentation. Ce ne sera pas long. Et voilà, est-ce qu'on voit bien ma présentation? Oui. Excellent. Donc, tu me feras... C'est commencé à enregistrer. Bon, ben let's go, j'y vais. Donc, bonjour à vous. Comme elle m'a présenté, là, Marie-Maude, là, je travaille au MAPAC au niveau de la direction régionale de la capitale nationale. Je suis conseillère en grande culture et en agro-environnement. Donc, comme on m'a demandé, c'est de venir vous voir puis un petit peu vous dire, tu sais, qu'est-ce qu'il y en est du vergris-moissonneur, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année chez vous. Donc, je vais commencer par vous faire un petit rappel. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, de la biologie de l'insecte, pour mieux le comprendre, mieux savoir comment il fonctionne, vous donner quelques pistes là, de solutions préventives ou d'actions potentielles. Puis finalement, c'est sûr que je vais vous laisser la parole, question que vous puissiez encore poser des questions. On n'a pas nécessairement réponse à tout. C'est quand même un insecte assez nouveau chez nous. Donc, c'est fort probable que je n'ai pas réponse à tout. Mais on va aller prendre vos questions, puis je vais pouvoir communiquer dans le fond avec mes collègues qui sont entomologues là, pour pouvoir avoir d'autres réponses là, si c'est possible. Puis aussi également, j'aimerais avoir votre pouls. S'il y a des questions sur comment gérer ça ou que vous aimeriez répondre, bien, on va prendre un petit moment là, dans le fond pour aussi me partager ça. Donc, pour débuter, dans le fond, je vais vous partager un peu qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière. Moi, j'ai communiqué avec la financière pour savoir, bon, c'était quoi le portrait. Si on y va très rapidement, on voit sur la carte qu'il y a des étoiles un peu partout. C'est là où est-ce qu'il y a eu le plus de réclamations là, au niveau de la financière. Donc, on peut rapidement voir qu'il y en a eu pas mal partout. Qu'est-ce qu'ils m'ont relaté? Là, ils m'ont sorti seulement pour les domaines de prairies et céréales. Dans les prairies, il y a eu 19 avis de dommages. Puis ce qu'on voit, c'est que le pourcentage moyen de pertes qu'eux qui ont enregistré, c'était 46 là, ce qui est important de savoir, c'est qu'eux, c'était seulement lié au vergris-moissonneur au niveau de la première coupe. Donc, ça ne toucherait pas les pertes qui seraient liées à la sécheresse. Au niveau des céréales, ils ont plutôt relaté 26 de pertes. Mais ça, ça inclut, dans le fond, les dommages là, liés à la sécheresse, là, parce que c'est seulement à l'automne, dans le fond, qui ont pris, au niveau de la récolte, là, qui ont pris les rendements. Pour vous rappeler, dans le fond, nous, MAPAC, l'année dernière, là, le premier constat, dans le fond, le premier coup de téléphone, on l'a reçu le 12 juin. Donc, encore cette année, moi, je vous invite à ne pas hésiter à dire il y a de quoi de bizarre qui se passe, avertissez-nous. Puis peut-être juste pour vous rappeler, je suis sûre que vous en rappelez encore, mais l'année dernière, on a vécu une sécheresse. Et puis, on avait eu un hiver assez clément. Donc, c'était vraiment comme des facteurs là, qui étaient prédominants pour le vergris. Donc, juste pour vous rappeler un peu qu'est-ce qu'il en était. Maintenant, au niveau de la biologie, comment le reconnaître? C'est quand même pas un insecte qui est facile à reconnaître, mais première des choses qu'il faut voir, c'est qu'il y a une grande variation au niveau de sa coloration. Donc, c'est assez variable au niveau des gris. Les traits très caractéristiques au niveau de cet insecte-là, c'est sa tête qui est brune et les bandes de couleur là, sur son côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est des bandes brunes un peu plus larges qui peuvent différer de ton, qui est séparée par une bande plus pâle là, qui sépare les deux grandes bandes brunes. Et puis, il y a des petits tubercules qu'on appelle, dans le fond, les petits points noirs là, sur son corps. Donc, ça, c'est caractéristique de l'insecte. Sa longueur là, maximale là, au niveau de maturité, là, ça peut monter jusqu'à 4 cm. Devenir quand même assez gros. Je vous ai mis là, en rappel là, le papillon, à quoi ça a de l'air. C'est un papillon de nuit, donc ça peut être très difficile à reconnaître. Les insectes avec lesquels on peut vraiment s'y méprendre, c'est le légionnaire ponctué. On voit que ces lignes sur le côté ne sont pas tout à fait pareilles là, au vert gris. Puis il y a également le vert gris noir, là, que ça peut être difficile, là, étant donné qu'il y a une petite tête un peu semblable, puis qu'il y a des points également dessus. Donc, ça, c'est un point qui est super important, d'être capable de bien l'identifier. Donc, maintenant, ce que je voulais vous présenter, c'est un peu un rappel aussi de son cycle de vie. Le vergris moissonneur, il y a une seule génération par année. Donc, nous, les dommages, parce qu'on les voit, c'est quand il est au stade chenille. On le voit ici, il peut commencer à apparaître à partir de début mai jusqu'à, début juillet, mi-juillet. Ça dépend, dans le fond, des conditions. Ça dépend des conditions extérieures. Est-ce que il fait chaud, si c'est prédominant pour lui? Est-ce que le printemps est trop hâtif ou non? Donc, c'est un peu tout ça qui a un lien, mais c'est difficile de déterminer exactement le moment qui va être là.
Mais en ordre général, c'est là qu'il faut surveiller. Le papillon, pas le papillon, mais dans le fond, la chenille va tomber en formation pupe. Dans le fond, il va se transformer pour s'en aller en papillon après le mois de juillet. Et puis, il va émerger, dans le fond, à partir du mois d'août, à août-septembre, pour pondre là, mi-septembre. Les œufs vont passer l'hiver sous la neige, puis ils vont rééclore au printemps. Donc, ça ressemble pas mal à ça. L'année dernière, les dommages les plus importants, on les a vraiment observés à partir de la mi-juin jusqu'à début juillet. Mais c'est possible que vous en voyez avant. Sauf que des fois, ils portent peut-être un peu moins attention parce que le ver mange moins en début de saison. S'il est tout petit, il mange moins, il a moins appétit. Puis plus que la saison avance, bien, comment dire, là, il y a comme une espèce de montée au niveau de son alimentation. Puis là, les dommages deviennent plus importants. Donc, je vais vous présenter quelques petites photos qu'on avait prises l'été dernier quand on est allé visiter les champs là, de Charlevoix. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs plantes là, qui ont été attaquées. Là, ici, on peut voir du chénopode. Le chénopode, on voit que toutes les tiges du haut ont été mangées. On voit même des céréales. On voit encore que c'est juste les bouts des points qui ont été grugés. Puis là, on en a des plants de luzerne également. Là. Donc, c'est vraiment, ils vont aller chercher les feuilles du haut en premier. Donc, je vous présente ça là, un petit peu le schéma d'alimentation. C'est intéressant de le voir pour voir un peu où je regarde en premier pour le reconnaître. Donc, le verrier moissonneur, l'été, en plein jour, il va se cacher dans le sol. Donc, il va rester entre 2,5 à 5 cm. Il va rester au-dessus de la fraîche du sol. Donc, dans le jour, il est caché là. Puis après ça, bien, quand la nuit est venue, il va sortir du sol, il va grimper le long de la plante pour aller chercher les feuilles du haut. Donc, lui, c'est ça qu'il aime manger. Puis c'est là qu'on va voir les premiers symptômes. Cet insecte-là, dans le fond, c'est un insecte qui est très peu mobile. Qu'est-ce qu'on veut dire par très peu mobile? Bien, il ne sera pas comme le légionnaire. Le légionnaire, lui, là, il en veut de la bouffe, là, puis il va tout faire pour en trouver. Fait qu'il va traverser des routes, il va tout faire ce qu'il peut pour trouver de la bouffe. Mais lui, c'est un ver qui est lâche. Je peux vous dire ça comme ça. Il va sauter de plan en plan, mais il n'aura pas tendance à parcourir de très grandes distances. Là, malheureusement, je n'ai pas le chiffre de dire c'est quoi la distance qu'il parcourt, mais c'est un peu ce qui a été observé là, beaucoup dans l'Ouest canadien. C'est un insecte qui est polyphage, mais il y a quand même des préférences alimentaires. Il est un peu comme nous. Dans le fond, il peut manger de tout, mais il y a des choses que c'est plus le fun d'avoir sur la table que d'autres. Donc, il va beaucoup aller faire la luzerne, les maïs fourragés ou grains, le trèfle, les céréales ou différents légumes. Donc, si vous arrivez dans votre champ puis il commence à avoir des dommages, bien, ça se peut que ça soit sur ses plantes préférentielles et non sur celles qui aiment moins. Ce qui est intéressant à voir, c'est que la chenille, à partir d'un certain moment, à 3,5 cm environ, c'est là que vraiment elle commence à se transformer en pupe. Elle a arrêté complètement de manger. Puis un peu avant, là, quand elle est à peu près à 2,5 cm, là, elle commence à ralentir son alimentation parce qu'elle sait qu'elle s'en va vers sa transformation vers la pupe. Donc, c'est quelque chose à faire attention, à surveiller là, au niveau de la chenille. Donc, qu'est-ce que ça a de l'air, le dépistage de cet insecte-là? Comment le dépister? Donc, ça encore, c'est des photos de l'année dernière. Fait que la première des choses à faire, c'est d'aller voir là, les plants qui ont été endommagés. Puis d'aller voir autour, creuser autour, puis de creuser quand même assez creux. 2 à 5 cm, ça peut devenir creux, mais ça dépend de la texture de sol. Fait que si vous avez un sol super dur, super argileux, compact, il va rentrer moins creux. Si vous avez un sol super meuble, sableux, que c'est facile pour lui creuser, mais là, il peut se ramasser un peu plus creux. Puis c'est aussi, là, ça a un impact au niveau de la fraîche. Là. Fait que lui, il reste dans la partie sèche. Donc, vous voyez, là, on avait creusé autour des plants, puis on avait retrouvé quand même là, beaucoup de vers gris là, au pied là, d'un seul plant. Là, on voit là, avec les lignes rouges, là, il y avait beaucoup de vers gris. Donc, comment dépister ça? Si vous voulez avoir une petite idée, c'est d'y aller tôt le matin ou en fin de journée, quand il commence à rentrer dans le sol ou à ressortir du sol. Vraiment de fouiller au pied des plants. Et les plants qui sont endommagés, c'est là que vous avez plus de chances d'en trouver pour savoir s'il y en a. Donc, je vous rappelle encore la profondeur où est-ce qu'ils sont. Il y a des seuils d'intervention qui existent. On a discuté beaucoup là, au niveau de l'interne avec qui on travaille au niveau des entomologues, puis on va se fier dans le fond au seuil d'intervention des prairies canadiennes. Puis même à l'intérieur là, des guides là, des prairies canadiennes, s'il y a un traitement à faire, ils recommandent de le faire en bas de 2,5 cm.
Au niveau de la luzerne et les céréales, ce n'est pas tout à fait le même ratio là, au niveau du seuil d'intervention. Donc, luzerne, 4 à 5 larves par pied carré. Là, quand on le ramène là, au niveau des mètres carrés, là, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de larves. Au niveau des céréales oléagineux, on parle de 5 à 6 larves par mètre carré. La bonne méthode pour le dépistage, donc c'est une méthode suggérée pour vraiment voir à l'échelle du champ là, si ça vaut la peine de traiter ou quoi que ce soit, de voir les populations, c'est d'y aller, commencer par aller dans les zones dénudées. Puis aller en marge des zones dénudées parce que c'est là où ils sont rendus pour s'alimenter. Donc, on fait des quadrats à peu près de 50 cm par 50 cm. Et puis là, on dénombre les larves, comment il y en a. Et puis pour avoir la conversion en mètre par mètre carré, mais on va le multiplier par 4. On vous recommande, dans le fond, de le répéter 5 à 10 fois dans le champ pour voir c'est quoi vraiment la répartition, c'est-tu juste localisé ou non. Et puis d'avoir près une distance là, de 50 mètres là, entre chaque point d'échantillonnage que je vais voir dans le champ. Donc ça, c'est vraiment comme la méthode parfaite là, de dépistage. Je voulais un petit peu vous revenir sur certains facteurs de risque au niveau de leurs possibilités là, qui arrivent chez nous. Des facteurs qui sont hors de notre contrôle. On n'y peut rien contre ça. Donc, souvent, c'est des vers qui vont être plus attirés vers les sols sableux, meubles, secs, parce que c'est des sols où c'est facile pour eux rentrer, sortir, s'alimenter. Quand il y a des bris-bris de culture, les papillons, eux, quand ils vont arriver pour pondre, ce qu'ils recherchent, c'est des débris de culture. Donc, si on peut bien les gérer, ça peut nous faciliter la tâche. Sécheresse, hiver doux. Ça, on n'a vraiment aucun contrôle là-dessus, mais ça peut avoir une incidence là, sur la possibilité qu'il y ait des populations là, une année subséquente. Qu'est-ce qu'on a un peu de contrôle là, sur certains facteurs là, qui peut attirer les vers gris? Bon, ben, c'est toutes les bordures de champs, les fossés, les zones enherbées, les retours de prairies, les pâturages, les engrais verts, les champs qui peuvent être infestés par les mauvaises herbes. Puis les champs qui ont une grande abondance là, de mauvaises herbes ou qui ont été récemment désherbés. Et finalement, là, également, là, les champs qui ont un historique là, en vert gris qui peuvent avoir peut-être plus de risques d'en avoir à nouveau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça? Bien, gérer nos mauvaises herbes. Puis, comment vous dire ça? C'est que dans le fond, les larves, ils peuvent émerger à partir du début mai. Là, présentement, ils sont tout petits. Ça ne paraît pas vraiment ce qu'ils font comme dommage parce que là, ils sortent. Puis là, ben, ils mangent 2-3 bouchées. On dirait qu'il n'y a rien qui s'est passé. Sauf qu'il peut déjà en avoir. Mais ce que vous pouvez surveiller de votre côté, c'est est-ce que j'ai des zones, on dirait que ça n'a pas levé, on dirait que ça a gelé. Tu sais, on dirait des spots, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Bien, c'est peut-être quelque chose à aller vérifier. Tu sais, est-ce qu'en creusant, vous en trouvez? Fait que, tu sais, être alerte à ça. Puis l'idée derrière ça, de bien gérer ces mauvaises herbes, c'est que quand on laisse aller les mauvaises herbes, bien, ça leur fait de la bouffe. Fait que là, eux autres, ils sortent, puis ils ont de quoi se nourrir. Fait que si on est capable de bien gérer nos mauvaises herbes pour les champs qui sont en culture, annuelle, ben le printemps, ben, ils n'auront rien pour s'alimenter quand ils vont être plus jeunes, puis quand ils font moins de dommages. Donc, c'est quelque chose peut-être à avoir un enfant cette année, là, si vous en avez eu l'année dernière. Donc, également, enfouir ces résidus de culture et tout. Puis, on vous parle à peu près de bien gérer ces mauvaises herbes au moins 2 semaines avant de semer. Pourquoi? C'est que le ver gris, il va s'affamer. Le ver gris, s'il n'y a pas de bouffe, il ne mangera pas, puis il va mourir. Puis ça prend entre 10 et 14 jours l'affamer, ce ver gris. Donc, ça peut être une technique là, qui peut être utilisée là, pour être en prévention. Donc, réservez vos champs. Puis en méthode alternative, ça, c'est peut-être une méthode un peu plus large, un peu plus, globale du milieu. Ça serait peut-être d'opter vers des techniques de biodiversité ou de faune auxiliaire qui peut vous aider à équilibrer le milieu. Donc, tu sais, avoir des aménagements qui sont favorables pour les oiseaux, les chauves-souris, tous des trucs comme ça. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis, d'autres choses que je vais vous parler tantôt qui pourraient être intéressantes. L'autre suggestion que j'ai à vous faire, c'est de vous inscrire au RAP Grande Culture. Pour ceux qui ne sont pas inscrits à ça, bien, nous, on a un peu la responsabilité de quand on entend des choses sur le territoire puis que, oh, ça a un intérêt, bien, on va le partager là-dedans. Puis on est quand même toute une équipe. Les conseillers du MAPAC là, au niveau des grandes cultures là, de toute la province. Et puis, il y a les entomologues aussi qui travaillent avec nous sur ce groupe-là. Puis nous, on essaie de surveiller ce qui se passe. Puis quand il y a quelque chose d'intérêt, bien, on va transmettre de l'information là-dedans. Puis quand il y a toujours du développement de connaissances qui se passe là-dedans, puis on va vous mettre des références, des choses qui pourraient peut-être vous aider à mieux gérer la situation. Fait que si vous voulez être avertis les premiers,
c'est une place, je pense, que vous pouvez vous inscrire qui peut être intéressant. Au niveau des actions, quoi faire? Quoi faire? T'sais? Première des choses, c'est sûr que vous en observez beaucoup au champ puis vous avez des gros dommages, il faut le signaler à la financière. Dans un deuxième temps, vous avez vos conseillers puis vos représentants sur le terrain qui sont là pour vous épauler. Vos conseillers sont en contact avec moi, fait qu'ils pourront, dans le fond, m'avertir s'ils en voient. Puis comme ça, moi, ça me permet de bien faire circuler l'information. Vous pouvez également communiquer directement avec moi. Je pourrais vous donner mes coordonnées tantôt là, dans le chat. Ce qui est important, c'est d'identifier l'insecte. Être sûr c'est qui qu'on a dans notre champ. Donc, vous avez quand même là, votre conseiller qui peut vous aider là, au niveau du dépistage puis confirmer là, quel est l'insecte. Ils se font l'œil assez rapidement, là, ils n'ont pas eu le choix. Puis même vous, là, je pense que vous commencez déjà à l'avoir vu suffisamment. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du laboratoire du MAPAC, il y a des tarifs préférentiels au niveau de la relève et du bio. Donc, il y a des échantillons qui peuvent être envoyés là, gratuitement. Là. Donc, on vous invite, dans le fond, à communiquer avec nous, les conseillers du MAPAC, là, afin de regarder avec vous si c'est possible. Nos petits projets que je voulais vous parler, que j'ai parlé également à vos conseillers, le sérum, il y a présentement un projet chez eux au niveau de l'identification des parasitoïdes qui peuvent s'attaquer aux verrues moissonneurs. Donc, les conseillers, s'ils vont chez vous, font du dépistage, ils ont la possibilité de nous envoyer des échantillons. Puis le sérum, dans le fond, vont les mettre en élevage pour voir, y a-t-il quelque chose qui attaque ces vers-là. Donc, ça peut être des guêpes, ça peut être des champignons, ça peut être des virus. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut faire là, au niveau du sérum, puis ça va développer nos connaissances, excusez-moi, afin de mieux le gérer à l'avenir. Autre truc que vous pouvez faire, on l'échappe, il y a des vers, ça mange tout. Bien, une des techniques, c'est de faire une coupe hâtive ou une coupe de nuit au niveau des champs. Quand on regardait au début de la présentation, les pertes qu'il y a eu l'année dernière, c'est quand même des grandes pertes. Fait que, faire une coupe plus hâtive, est-ce qu'on perd autant que l'année? Ça, c'est un peu plus difficile. Puis moi, ce n'est pas vraiment dans mes connaissances pousser l'alimentation des animaux puis le rendement qu'on perd. Là. Donc, c'est une des techniques que j'ai vues dans la littérature. Ce qui est important de savoir, c'est que les larves ne s'attaquent pas aux racines. Donc, si on coupe et on enlève la bouffe, il n'y en a plus à manger. Puis les racines sont là, ils vont survivre puis ils vont ressortir plus tard. Si on a des traitements homologués qui sont disponibles, c'est possible de traiter les chenilles quand ils ont moins de 2,5 cm. Comme je vous expliquais tantôt, les chenilles, ils mangent beaucoup, beaucoup avant cette période-là, avant qu'il y ait 2,5 cm. Au-delà de ça, ils ralentissent beaucoup, beaucoup leur alimentation. L'idéal, on parle de méthodes un peu plus alternatives, c'est de faire vraiment des traitements par patch. Donc, les zones qui sont affectées, on peut faire un rayon environ de 10 mètres autour de la patch affectée pour faire vraiment juste des traitements localisés puis limiter, dans le fond, les utilisations de pesticides. C'est ça, excusez-moi, j'ai commis un petit blanc, désolée. Puis finalement, si on est dans l'obligation de faire un ressemis, ce qui est conseillé, c'est vraiment de faire une destruction de la culture pour s'assurer qu'il ne reste plus de végétaux à manger pour les vers gris et d'attendre 10 à 14 jours avant de ressemer. Donc, je laisse ici quelques petites références que j'ai utilisées. Il y en a beaucoup plus que ça, mais c'est ceux-là les plus intéressantes, je pense que vous pouvez avoir. Je voulais prendre quelques instants très, très rapides pour vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année passée au MAPAC avec ça. Donc, quand on a eu les premiers instants, les premières informations à ce sujet-là, c'est sûr que nous, on a sogné la cloche. On a travaillé beaucoup avec les gens du RAP Grande Culture, qu'est-ce qu'on faisait avec ça et tout. On a aidé les conseillers sur le terrain là, à identifier, confirmer que c'était vraiment bien ça, le ver. Donc, une des choses qu'on a fait, on s'est rendu compte que sur le territoire, il y avait des pesticides existants et puis qu'il y avait possibilité d'avoir des extensions d'homologation pour les rendre, comment dire, que vous ayez les homologations pour être by the book. Donc, ça, c'est un des processus qu'on a en cours. Donc, on a déposé là, une demande, puis ça peut prendre jusqu'à 2 ans avant d'avoir les autorisations, mais on a fait la demande à l'automne. L'autre chose, c'est sûr qu'on a cogné la porte pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est un ver qu'on ne connaît pas beaucoup, un insecte qu'on ne connaît pas. Donc, il faut faire la recherche, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, comme vous avez vu plus tôt, on a un projet de recherche au niveau du sérum qui a été démarré. On a été capable de le mettre en place assez rapidement.
au niveau là, de déterminer qui sont les parasites là, au niveau de cet insecte-là. Et puis, un autre projet, malheureusement, ne pourra pas démarrer cette année. C'est un projet qui va viser à faire des essais culturaux pour la lutte, là, dans le fond, à cet insecte-là. Fait que ça, malheureusement, là, il ne peut pas démarrer cette année. Donc, présentement, c'est un peu ce que je peux vous dire au niveau des démarches. Là, qu'il y a comme... On a essayé de démarrer là, la programmation de recherche et de l'intégrer là, au niveau de ça, mais il y a eu beaucoup de discussions qui s'est faites à l'interne là, pour savoir comment est-ce qu'on gère ça. Puis, on prévoit sortir des documents là, pour aider les producteurs. C'est le temps des discussions et des questions. Fait que s'il y a des questions, je les prendrai. Puis en même temps, si vous le voulez bien, si vous avez encore des questionnements, vous dites, mais moi chez nous, je me questionne, comment est-ce que je vais couper mon foin, comment je vais le gérer. Si vous avez des questions que vous aimeriez qu'on réponde, j'aimerais ça peut-être vous entendre là-dessus. Donc, c'est cela, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour ta présentation fort pertinente, Sarah. Merci. Tu avais Jean-Thomas qui a levé la main, bien sûr, puis tu avais une question dans le chat de Serge Bouchard qui, ça fait un petit moment qui est écrite. Là, je vais t'en lire, moi tu la vois aussi toi-même, là, mais... oui, je la vois. Oui. Je peux la lire pour ce ver est-il présent dans les vieilles prairies qui sont remises en culture? C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que le papillon, il va se promener selon les vents. Puis, il va choisir une place où pondre que ça y adonne. Il va aller, se glisser en dessous des résidus. Il va pondre là. Fait que c'est possible qu'il y en ait dans des prairies, des vieilles prairies, mais je ne peux pas vous le garantir. Puis, on ne le sait pas exactement. C'est sûr que, le papillon, pas le papillon, mais théoriquement, des champs qui en ont déjà eu, il y a plus de risques, mais ça n'empêche pas que le papillon vole jusque dans le champ du voisin. Puis ça, c'est une question qu'on n'a pas la réponse. Mais quelle distance peut-il parcourir, ce fameux papillon? Fait que c'est un peu dommage, je n'ai pas une réponse claire pour vous au niveau, il va-t-il en avoir dans ma vieille prairie? Je n'ai pas la réponse. Tu avais Jean-Thomas, puis après, tu avais Serge. OK. Oui, bonjour Sarah. Ma question, c'est bon, mais tu as un peu répondu. Est-ce que si on a une infestation dans nos champs, est-ce qu'on peut être quasi, mettons, assurer que ça se reproduise cette année? Et si oui, combien de temps ça peut durer? Mettons, elle était établie dans le champ. Ma deuxième question, l'autre, c'est, on voit hiver doux, sécheresse. Là, on s'enligne un peu avec ça, ce qu'on a eu cette année encore. Là. L'hiver n'a pas été catastrophique. Puis, là, il a mouillé ici à Baie-Saint-Paul. Je ne sais pas dans le reste de Charlevoix, mais on n'a pas encore cette année, on n'aura pas plus d'eau que d'habitude, sûrement dans notre région. Est-ce que vous pensez qu'on est une année propice encore cette année au vert gris? Merci. C'est sûr que, oui, il y a beaucoup de facteurs favorables qui sont là. On a un printemps très sec. Il y a également un hiver super doux. Le vert gris, là, habituellement, là, quand ça va bien, parce qu'il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps du vert gris un peu partout. Mais nos conditions québécoises font en sorte que ça régule bien. Habituellement, les œufs, il y a plus de 95 qui vont mourir dans l'hiver à cause de la rigueur de notre hiver et tout. Là, l'année passée, on a eu une belle hiver encore, puis cette année encore. Fait que ça ne serait pas surprenant qu'il y en ait encore cette année. Ce ne serait pas surprenant. Je pense que c'était ta première question, si je ne me trompe pas. Hein? Peux-tu me rappeler ta deuxième question, s'il te plaît? Ben, c'est ça, oui, mais puis moi, j'ai eu une grosse infestation cette année, puis j'ai décidé de juste non cultiver les espaces que j'en avais eu beaucoup. J'ai juste abandonné. Mais est-ce que je peux me dire que je peux même pas me dire que si, admettons, il n'y en a pas cette année, l'année prochaine, je peux avoir des chances de les éviter. Là. Il va falloir, on ne sait pas. Il va falloir vraiment. OK. Fait que c'est pas genre une batch, ça dure 3-4 ans, puis après ça, on va être clair un bout. Là. On ne le sait pas du tout. Là. Si je peux faire un parallèle avec ce qu'ils font dans l'Ouest canadien, l'Ouest canadien, ils ont fait beaucoup de recherches parce que eux, c'était une problématique chez eux. Ça fait vraiment plus longtemps que nous autres. Là. Puis dans les années 80 ou 90, là, ce que j'avais lu là, dans leur littérature, c'est qu'ils avaient essayé de faire de la recherche pour avoir un modèle prévisionnel. Est-ce qu'on fait de la capture de papillons? Qu'est-ce qu'on fait pour voir, je peux-tu prédire que l'année prochaine, je vais en avoir, puis ça ne sera pas drôle? Mais ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé qui était capable de dire, ben, avec certitude, là, ça se peut que j'en ai. Fait que, il n'y a aucune réponse. On ne le sait pas.
ce que j'en comprends, là, puis ce que j'ai lu présentement, là, c'est que l'important, c'est de faire un beau dépistage, puis dès qu'on en voit, c'est de prendre des actions. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de techniques dans le maraîchage. Ils sont plus avancés que nous autres en grande culture parce qu'ils en ont plus. Donc, c'est suivi. En grande culture, je vous dirais que c'est la première année qu'on fait comme What? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc, on peut s'inspirer qu'est-ce qu'ils font dans le maraîchage. Eux, ce qu'ils vont faire des fois, ça va être des bandes de travail, des bandes de terrain qui sont travaillées à nu, qui vont empêcher, dans le fond, le vert gris de se promener entre les bordures de champs et le champ en culture. Donc, il y a certaines techniques comme ça, mais il existe là, une fiche technique. Là, dans les références que j'ai mis, il existe une fiche technique. Donc, ça peut être inspirant pour vous là, d'aller voir ça. Là. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Ça a-tu bien répondu, à Jean-Thomas? Oui, c'est que moi, je suis dans le maraîchage, là, fait que c'est ça. OK. Je les ai eus. Moi, ma question, c'était plus, c'est vu que moi, j'ai trouvé que c'était plus épidémique que d'habitude l'année passée. Tu sais, que, genre, d'habitude, on en a tout le temps. Mettons, ça peut affecter, on peut dire, mettons, 5 des plants ou 5 à 10 maximum de ce qu'on cultive. Là. Tu sais, mais moi, est-ce que les versions épidémiques de ce qu'on a vécu l'année passée, c'était un cycle? Tu sais, mettons, les verts gris à basse échelle, c'est une gestion qui se fait quand même bien, là, je pense, pour tout le monde. C'est plus la version épidémique que je pense qu'on a vécu l'année passée dans Charlevoix, le Bas-Saint-Laurent. Ça, pensez-vous que c'est. Tu sais, que ça arrive une fois de temps en temps, puis là, on va toujours avoir du vert gris, mais pas des épidémies aussi importantes que l'année passée. Ben, je peux pas vous répondre, puis c'est ça qui est dommage, là, mais même dans l'Ouest, ils sont pas capables de prédire. OK, Donc, bon, c'est bon. Ben, merci beaucoup. Désolée. Tu avais Serge, puis après, tu avais Hugo qui avait levé la main. Oui, moi j'ai une question. Moi, je suis en régie bio, puis j'ai semé du seigle hybride d'automne l'automne passé. Et puis, j'imagine que peut-être je vais être affecté ce printemps, cet été. Là. Puis, je me demandais, là, quand vous dites qu'il faut couper pour traiter, il faut couper ce qui lève là, de l'eau. Ça veut dire que moi, là, tout mon seigle, il faudrait que je le coupe, puis après ça, dans les zones affectées, puis que je laisse pousser par après, ou il faut que je ressème par après? Là, vous avez un cas un peu différent de ce qui a été regardé dans la littérature, qu'est-ce qu'on a ressorti. Là. Vous, dans le fond, vous avez comme une culture de couverture qui est là, déjà, que ça existe. Là. Je n'aurais pas capable de vous répondre. Il faudrait que je consulte là, pour être sûr qu'est-ce qu'on a dans la littérature à ce sujet-là. Dans le bio, ce que j'ai vu dans le bio, c'est qu'il détruisait, puis après ça, ben, il ressemait. Mais là, je ne pense pas que ça soit vraiment, ce qu'on souhaite faire. Ouais. Là, dans le fond, est-ce que vous avez déjà observé des zones qui étaient, mangées ou des trucs comme ça? Ou, Ben là, il n'a pas levé encore au printemps. Je veux dire, on ne le voit pas encore. Je suis allé la semaine passée dans mes champs, puis je n'ai pas rien vu trop là, de présence, là, mais j'imagine que ça va sortir bientôt. Oui, c'est ça. Puis là, habituellement, le verre, ils disent que les œufs commencent à éclore quand au moins le sol est à 10 degrés. Puis là, ça dépend aussi, si on a à 7 degrés jour et tout, il y a quand même plusieurs facteurs là, d'éclosion. Fait que, là, les sols ne sont pas encore à 10 degrés, là. Mais c'est probable qu'ils puissent commencer à en sortir un petit peu, là. Mais c'est dur à dire. Mais je pourrais aller chercher la question, quand on a déjà une culture dans le fond en place, comment on fait bien pour le gérer en version bio, là? Mais est-ce que c'est plus les fermes qui sont bio qui sont affectées ou est-ce qu'il n'y a pas d'insecticides ou bien c'est n'importe quel? Non, c'est n'importe qui. C'est où est-ce que le papillon va pondre. Merci. Oui, c'est ça, je cherchais mon micro. Tu avais Hugo, puis après, tu as une question dans le chat de Louise. Parfait. Hugo, vous pouvez poser votre question, votre micro est fermé. OK. Oui, excusez-moi, OK. Je voulais parler de stratégie. Là, vous m'entendez bien? Oui. Donc, moi, je vais parler à un maraîcher de 20 ans d'expérience du Saguenay. Puis lui, ce qu'il m'a suggéré, c'est que dès que tu vois, dès l'apparition des vers gris, c'est appliquer le produit Scorpio
avec spinosad, je pense que c'est le champignon qui est actif dans ce produit-là. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes ont entendu parler de ce produit-là ou si vous pouvez vous prononcer là-dessus. Ensuite, l'autre technique que j'ai entendue, c'est inoculer de la semoule de blé avec du BTK, puis en appliquer pour nourrir les vers gris avec ce produit-là. Donc, parce qu'ils raffolent de semoule de blé, entre autres. Puis là, ça les tue aussi. Puis je voulais que vous prononciez sur la technique du cure-dent que les vieux connaissaient, d'appliquer un cure-dent au pied pour les fèves, les gourganes. Donc, ce qu'on dit, c'est que juste un cure-dent, ça peut empêcher le ver gris de couper le plant à sa base. Donc, voilà. C'est la première fois que j'entends cette technique-là, le cure-dent. Je suis en grande culture, hein? Mais est-ce qu'on parle d'un ver gris qui coupe à la base du plant ou le ver gris qui va grimper puis manger, dans le fond, le plant? Ben, moi, ce que j'ai le plus constaté de dommages que j'ai beaucoup eu, c'est au niveau des jeunes plants, ben, ils sortent de terre puis ils coupent le plant. OK. À la base. C'est une autre sorte de ver gris. Il y a plusieurs vers gris. Là. Il y a des vers gris là, qui vont couper à la base, puis il y en a d'autres qui vont manger. Là, celui que vous avez parlé aujourd'hui, c'est vraiment un qui va grimper puis manger les feuilles puis descendre. Il n'a pas tendance à couper les plants. Donc, c'est deux vers différents, ça. Ah bon? Oui, okay. Il y en a. C'est dur à... Parce que moi, j'ai eu une grosse attaque de ça l'année passée. OK. Ah, ouais. Et vous, c'est quoi ce ver-là? Oui. Il faudrait que je refouille. Ce que j'ai trouvé, c'est le noctuel ver gris, donc ça a plusieurs noms. Oui, bien ça, il y a des vers gris noirs qui fait ça, si je ne me trompe pas, qui coupent à la base. Mais vous êtes en maraîcher, là, je vous dirais, allez voir la fiche technique là, qui existe là, sur les vers gris en maraîchage. C'est très clair et c'est intéressant. Là. Il explique vraiment là, les différents types, puis lesquels qu'on retrouve dans quel groupe. Ceux qui coupent à la base, puis ceux qui grimpent. On est capable de bien les différencier. C'est vraiment intéressant. Ouais. Jean-Thomas est en maraîchage, lui. Est-ce que tu as constaté ça, Jean-Thomas, toi, que tu avais des jeunes plants qui étaient coupés à la base? Ben, oui. Moi, l'année passée, j'ai essayé même. Mais le Scorpio, je vais peut-être l'essayer cette année comme appât, mais c'est un appât qui est nuisible à beaucoup d'autres insectes là, autour, là, dont les abeilles, dont n'importe quel pollinisateur aussi, parce que c'est un appât qui va les chercher. Le BTK, dans le ver gris que j'ai eu l'année passée, il n'est pas assez rapide. Il n'est pas assez rapide pour agir. Là. Moi, le temps que le papillon meurt, là, au bout de 3, ça donne 2 à 3 jours de mort. Ben, moi, il m'avait déjà mangé 30 000 oignons en l'espace de 3 jours. Là. Fait que, le BTK n'a pas eu d'effet vraiment extraordinaire. Ça en a tué une population certaine, mais le reste a mangé. Mais ça peut être utilisé si c'est fait rapidement, le BTK, ça peut être bon. Là. Puis sinon, ben, j'attends, je pense que ça va l'extension peut-être pour des produits. Je pense que l'Intros 80 est peut-être là-dedans, là, dans le biologique, là, pour des nouveaux produits qui s'en viennent, là, peut-être. Là. Ça va être une avenue à envisager prochainement, là, dans un produit qui n'est pas attitré pour les vers gris, mais pour d'autres insectes dans le bio. Là. Moi, j'ai une question. Je suis en maraîcher aussi dans Charlevoix, puis oui, il y a eu vraiment beaucoup de vers gris. Je ne sais pas c'est quoi son nom exactement. Il y en a qui coupaient à la base, il y en a qui montaient dans les plants, mais il y en avait en sacrement. Jean-Thomas, il a quasiment tout perdu son champ. On a tout été attaqué par ça. Puis le Scorpio, ben moi, j'ai 8 ruches chez nous. Je ne peux pas vraiment me servir de ça parce que toutes les abeilles vont mourir. Est-ce que le pyrodésherbage, j'ai un gros pyrodésherbeur, là, Farmer's Friend, 8 sorties de 4 pieds, là. Ça, est-ce qu'il y a eu des tests de fait avec ça? Mettons, sortir le pyrodésherbeur de nuit pendant qu'ils sont en train de s'alimenter dans les petites mauvaises herbes avant de planter, là, qui essayent de trouver quelque chose à manger en surface. Tu passes avec ça, tu brûles un petit coup, non? C'est intéressant quand même comme suggestion. Là, ça peut être quelque chose à essayer. Dans le maraîchage, là, si vous avez ces outils-là, ça peut être quelque chose qui est intéressant à voir si ça fonctionne, si ça a un effet sur le ver. Là. Parce que oui, il sort le soir, donc il faudrait voir si ça marche. Parce que là, moi, je m'organise pour la guerre parce que ça prend des lance-flammes ou de quoi de puissant, sont vraiment voraces. Ça fait des années, ça augmente. On dirait que ça augmente à chaque année. Puis l'année passée, ben,
c'était une année que je pense bien des maraîchers voudraient arrêter la profession parce que c'était dramatique, là. Moi, j'ai été obligé de scraper des semis de carottes, des semis de betteraves parce qu'ils mangeaient tout. C'est que je les ai complètement scrapés avec le BCS, là, la herse rotative. J'ai mis une toile dessus. J'ai attendu 2-3 semaines, puis après ça, j'ai ressemé. Puis là, on dirait qu'il était tout mort, là, mais ouais, il faut trouver des bons produits ou des solutions applicables, pas juste théoriquement, là, mais pratiques pour le commun des maraîchers. Comme on fait des faux semis déjà. Moi, je fais des faux semis à chaque début de saison. Comme là, on serait prêt à planter, mais je ne plante pas. J'ai tout préparé mon sol. Puis là, je me disais, quand la mauvaise herbe va commencer à lever, je vais y aller avec le pyro, mais j'aurais aimé ça avoir une réponse, voir si quelqu'un a déjà essayé ça. De mon côté, moi, je peux poser la question là, à mes collègues, là, voir s'ils ont déjà vu ça, puis faire une petite recherche, voir qu'est-ce qu'il y en est. Là. Donc, ça, je pourrais revenir à Marie-Maude, là, dans le fond, pour lui donner l'information, ça peut vous transférer ça, mais je vais poser la question de mon côté. Là. Ils sont à la surface de quelle heure à quelle heure, à peu près? Ils sortent la nuit. Je ne pourrais pas te dire l'heure exacte, là, mais quand le soleil commence à tomber, là, ils vont sortir du sol, puis ils vont aller s'alimenter. Il y a combien de générations, puis c'est quand le meilleur moment pour le couper l'herbe sous le pied? Dans le fond, il y a une seule génération par année. Et puis, il faut commencer tôt à les surveiller parce que c'est là plus facile d'avoir un impact sur eux, c'est en début de saison. Je parlais au niveau des mauvaises herbes. C'est quand même simple, là, mais en début de saison, si, mettons, vous avez un sol à nu, vous travaillez, mettons, en culture annuelle, vous avez un sol à nu, ben, ils vont sortir, ils vont aller manger ce qu'ils ont. Fait que s'ils n'ont rien à manger, ben, ils vont s'affamer puis ils vont mourir là. Fait que ça peut être une technique rapide. Puis si, mettons, vous manquez, vous vous en rendez compte tout de suite en début de saison qu'il y en a, ben, vous pouvez dire, ben, moi, les zones qu'il y en a, je m'arrange là, que je le gère bien puis que je le mets à nu, je m'assure qu'il n'y a rien à manger. Donc, en 10 à 14 jours, ils vont mourir, là. Fait que, c'est une façon de le gérer. C'est mieux en début de saison de retarder ses semis que de les retarder tard en saison. Vous allez moins être impacté, là. Fait que c'est une technique, mais ça ne veut pas dire que tu vas en avoir dans tous tes champs. Là, si tu as une zone que tu es capable d'identifier que tu en as. Fait que c'est vraiment d'être alerté. Allez les voir, vos champs. Je pense que cette année, ça vaut la peine de prendre ce temps-là puis d'aller les observer. Sortir le soir. Ils commencent en début de soirée à sortir. Ils sont là la nuit, toute la nuit, ils vont s'alimenter. Donc, c'est intéressant d'aller les voir. Fait que quand vous voyez, mais c'est là de dire, OK, il faut que je m'arrange qu'il n'y ait rien à manger. Fait que ça, c'est une méthode biologique là, de le gérer, là, mais c'est s'assurer qu'il n'y a rien à manger ce verre-là en 10 et 14 jours. Puis là, il ne pourra rien faire, il va s'assécher là. Nous, on a fait des écrasements à la frontale de nuit en masse, là, puis c'est pas localisé, c'est partout. Il y en a partout. Il y en avait partout. Tu en avais partout. Il y avait vraiment une infestation l'année passée. Est-ce qu'il y a une technique à l'automne, mettons? J'avais entendu parler des nématodes, moi. Ah oui, de Anatis. Anatis Bioprotection m'a parlé d'un nématode qui ferait aussi contre d'autres petits insectes dans le sol qui étaient nuisibles, dont l'altise. Okay. C'est un nématode qui parasiterait au niveau du sol là, quand les insectes sont vraiment petits. Mais apparemment, ces nématodes-là fonctionnent bien quand... Pardon. Okay. Ces nématodes-là fonctionneraient très bien quand c'est humide. Puis l'été dernier, c'était la sécheresse. Fait que les nématodes, il y en a naturellement dans le sol que je m'étais fait dire, mais qui auraient mal travaillé parce que c'était la sécheresse. Est-ce que c'est des légendes urbaines ou c'est vrai cette information-là? Moi, je ne peux pas te répondre. C'est vraiment pas mon champ d'activité. C'est intéressant parce que c'est peut-être des options possibles. On sait que dans l'Ouest, ça peut être parasité. Ce qu'ils ont observé, il peut y avoir des petites guêpes là, qui peuvent aller pondre leurs œufs à l'intérieur, puis ça les parasite, puis ça les contrôle. Donc, comme je vous ai glissé un petit mot tantôt là-dessus, là, dans le fond, on a un projet là, au niveau du sérum, dans le fond, ce qu'ils vont faire, eux autres, ils vont recevoir là, les larves, puis ils vont les mettre en culture, question de les faire grandir, puis ils vont observer ce qui va se passer pour voir qu'est-ce qui parasite ces larves-là. Pour voir, on a-tu quelque chose, nous autres, dans notre milieu, notre territoire qui pourrait bien les contrôler. Donc, en connaissant mieux ce qui peut les attaquer, ça va nous aider à mieux les gérer dans le futur. Là. Mais je peux poser la question sur les nématodes, s'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça. Là,
C'est peut-être que c'est plus... Moi, Anatis m'a envoyé les renseignements, là, ils en vendent. OK. J'imagine OK. que s'ils en vendent, ça doit marcher. Puis il m'avait dit qu'il fallait les implanter à l'automne, OK. l'automne avant l'hiver, là, OK. pour qu'au printemps, soit efficace contre le ver gris. OK. Je vais en glisser un mot à mes amis, collègues maraîchers. Je suis sûre qu'ils sont plus connaissants que moi au niveau de ces produits-là. Sarah, là, je sais que tu as 2 questions dans les gens en présence, mais dans le chat, il y avait quelqu'un que ça faisait longtemps. Si tu remontes, là, Louise Cédricaire, elle avait une question. Il y en avait même 2. Je te laisse la lire. Donc, allons-y. En culture biologique, est-ce qu'il y a un purin qu'on puisse préparer à base de plantes pour limiter l'étendue des dégâts? Par exemple, les chrysanthèmes, etc. ou de la saphère, agit-elle? Eh, misère, ça, je vais prendre ça en note. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Chrysanthème, la pyrétrine, comme du savon Safer. Je prends ça en note, là. J'aurais peut-être dû inviter une collègue en maraîcher, finalement. En fait, le BTK, excusez-moi, c'est moi, Louise. Allez-y. Le BTK, je le cherche, j'ai la difficulté à le trouver ici en Charlevoix cette année. Puis moi, je m'en sers depuis 5 ans parce que j'ai une autre forme de papillon de nuit dans des hydrangées qui ont 20 ans, puis j'essaie de les sauver. La seule façon, c'est de les vaporiser tôt le matin. Fait que, avant que la feuille se Fait que c'est vraiment un projet d'envergure tous les ans. Mais l'absence de BTK sur les tablettes, là, ça commence à être, c'est un souci de plus, mettons. Fait que, oui, les défis sont grands. Et le chrysanthème, je sais que ça peut agir, ça peut être nocif. Donc, je me disais peut-être qu'il y a un purin à base de plantes. On parle de nématodes, on parle d'oiseaux qui pourraient peut-être manger ces vers-là, mais à un moment donné, j'ai raté, je suis désolée d'être en retard, j'ai raté votre sérum. Il va être disponible quand, lui? Sérum, dans le fond, c'est le nom de l'organisme. C'est un organisme avec qui on travaille, qui font... moi, je suis en grande culture, donc ces gens-là, ils font tout ce qui est recherche en grande culture, puis on travaille beaucoup avec eux. Donc, eux, on leur a donné comme un projet au niveau d'identifier les parasites liés au ver gris moissonneur. Là. Donc, ça, c'est un organisme avec qui on travaille, le sérum. OK. Je pensais que c'était un produit. Excusez-moi. Il n'y a pas de trouble. Louise, en complément, là, dans le chat, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais on indique que c'est possible d'en trouver au Canadian Tire à la Malbaie. Alors, voilà l'info. Après ça, on avait Valère qui avait levé la main avant, puis après ça, Jean-Thomas. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Valère Sabatier, je travaille au Germain ici à Baie-Saint-Paul dans Charlevoix. Okay. Moi aussi, malheureusement, je suis infesté là, de vers gris à chaque année. J'avais une question. Premièrement, déjà, j'ai des premières traces de vers gris dans la culture de l'ail. Oui. L'ail qui a débourré, il se fait déjà manger. J'ai déjà tué à la main 3-4 vers gris qui étaient bien juteux, bien verts. La preuve fut alimentée directement dans l'ail. Okay. Puis, ma question que j'avais, c'était par rapport, je ne sais pas si elle a été posée, je n'ai pas suivi toute la conférence, mais par rapport au Spinoza de type A et B, ou A et D, je ne me souviens plus si on savait si c'était très efficace ou pas contre le ver gris, puis si oui, quand l'appliquer. OK. C'est sûr que les questions, mettons, maraîchage et tout, là, moi, je suis vraiment mal placée. Là, je suis vraiment désolée. Là, c'est vraiment pas mon champ d'expertise. Je m'en excuse. Dans l'ail, je serais curieuse si vous avez une photo vraiment de proche du ver pour être capable de le voir. Je ne sais pas si vous êtes dans le bio, M. Valère. Là. Oui, effectivement, on n'est pas certifié, mais on cultive avec les moyens de lutte biologique. OK. Parce que quand on est certifié biologique ou il y a possibilité de faire des envois au laboratoire pour faire identifier vraiment le ver. Fait que, quand vous envoyez beaucoup et que vous n'êtes pas trop sûr, est-ce que c'est vraiment ça ou pas ça? Je suis pas mal sûr, excusez-moi, parce que OK, vous êtes sûr? ça fait la 3e année qu'on travaille avec le ver gris. Là, j'ai creusé au pied des plants d'ail qui l'extérieur des feuilles est mangé sur la partie supérieure, la plus aérienne. Puis quand on creuse au pied des plants, on en trouve de temps en temps. Actuellement, ils font la longueur d'un demi-pouce, mais j'imagine qu'ils vont devenir plus gros comme à chaque année.
Fait que c'était pour ça la Ouais. question sur le Spinoza, pour avoir quelque chose de concret là, pour lutter contre lui. OK. Spinoza, je vais poser la question pour avec mes collègues maraîchers, comme je vous expliquais. Là, je ne peux pas vous répondre. Je suis désolée. OK. Bon, mais c'est très apprécié. Merci pour la conférence. Ça fait plaisir. Sarah, on va prendre la question de Jean-Thomas. Là. Je pourrais peut-être suggérer aux gens présents de m'indiquer, dans le fond, votre courriel dans le chat. Moi, je vais comme faire une banque de courriels parce que moi, je n'ai pas vos infos, là. Donc, écrivez-moi votre courriel. Puis, vu que Sarah, tu veux faire des suivis, puis on a des documents à envoyer, on pourra vous faire suivre quand on aura l'information, un courriel à tous. Fait et envoyez-moi vos courriels, puis je vais tous les prendre en note, puis on fera suivre l'information au fur et à mesure. Oui, beaucoup de questions dans le maraîcher. Là. Je vais consulter mes collègues. Là. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas aider les gens maraîchers On autant va que vous je voudrais. revenir avec les informations. Et là, tu avais Jean-Thomas, Sarah. OK. Oui, pour le maraîchage, je pense que moi, je connais un peu tout le monde. On est peut-être la moitié qui sont dans le maraîchage. Mais ça serait intéressant si vous pouvez en faire un autre sur une autre discussion là-dessus pour les maraîchages ou dans le bio conventionnel, ça pourrait être intéressant. Ma question sont aux autres producteurs. Je sais que Charlevoix, j'en vois qui font dans le conventionnel grande culture. Si eux, c'est quoi qu'ils vont faire, là, eux autres, comme produits, s'ils ont des choses qu'ils vont utiliser, puis sont des grands pulvérisateurs à grande surface, c'est quoi qu'eux autres, une stratégie, là? Ou bien ils vont scraper, mettons, le show, je ne sais pas trop, ça m'intéresse, voir ce qui peut être fait, là, dans mes cultures aussi autour, là, des choses comme ça, là. Juste savoir qu'est-ce que les autres pensent faire, là, leur stratégie cet été, là, pour nous donner peut-être des idées aussi pour nous, là. Je ne sais pas s'il y a un producteur qui veut oser en parler. Je peux mettre fin à mon partage d'écran. Au moins de pas. Ils n'ont pas fini de dîner, là. Jean-Thomas, en fait, moi, je ne suis pas dans la grande culture, là, mais je me demandais un peu comme toi, voir s'il y avait du monde qui avait trouvé des solutions loufoques ou autres. Là, moi, je veux partager la mienne. En fait, je suis dans la vigne, puis j'ai implanté un vignoble l'an passé, fait qu'en même temps que le vert gris, fait que mes vignes étaient vraiment très jeunes. Je pense que c'est le vert gris qui va vraiment manger et non couper. En même temps, je ne sais pas trop, parce qu'évidemment, c'est du bois que j'ai planté. Mais moi, ce que j'ai fait, je n'osais pas mettre de produits. J'ai fait comme des pièges. J'ai mis des verres de plastique sur chaque plant. Fait que ça m'a coûté 100$ de verre de plastique. Ça m'a pris une journée à poser. Puis ça a complètement réglé le problème, là. Le verre était plus capable de monter. C'était vraiment boboche, mais ça a fonctionné pour moi, là. Fait qu'on n'a comme pas trouvé... on essaye un peu tout ensemble de trouver des solutions, mais je me demandais aussi s'il y avait d'autres mondes qui avaient, je ne sais pas tenté quoi que ce soit dans le genre ou pour sauver un peu sa saison, là. Sinon, j'ai arrosé, c'était tellement sec, mais ça n'aime pas la sécheresse. Fait que j'ai arrosé directement sur les plantes. Ça aidait beaucoup. Super intéressant, ça. Je sais que j'ai vu dans un article au niveau du maraîchage, ça ne s'applique vraiment pas aux grandes cultures, mais au niveau du maraîchage, là, ce que certains faisaient, c'était mettre des filets anti-insectes, mais ils les mettent à partir du sol afin d'empêcher les vers de monter, là. Ça ressemble un peu à l'idée de mettre des vers, là, ça ressemble vraiment là, à empêcher là, donc, que le ver ait accès genre, à la bouffe, là. Tu avais Hugo qui avait levé la main. Oui, ben en fait, OK, moi, le comportement que j'ai remarqué l'année passée, puis je ne veux pas vous contredire, Mme Rousseau, là, c'est correct. mais j'ai vraiment fait tellement de recherches l'année passée pour m'assurer de bien identifier le ver. Quand même, je suis pas mal sûr que c'était le ver gris. Puis j'ai l'impression que quand il sort, puis si le plant, c'est un jeune plant, puis la tige est tendre, ben lui, il va manger là. Puis sinon, il va monter jusqu'à temps qu'il trouve quelque chose à se mettre sous la dent. Donc, j'ai l'impression que c'est pour ça que quand c'est des jeunes plants, il coupe.
Mais s'ils sont plus vieux, ils n'aiment pas ça, les matières fibreuses. Quand c'est trop fibreux, ils ne croquent pas là-dedans. Moi, c'est ça que je pense. C'est pas impossible. Il n'y a rien d'impossible avec du biologique. Est-ce qu'on a d'autres questions, commentaires? Pour l'instant, il ne semble pas y en avoir d'autres. J'aurais une question. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui. Marc Bérubé, La Ferme des Monts. Il y a une vingtaine d'années, il y avait une Allemande qui vivait à Québec, puis qui demandait aux producteurs de lui envoyer des verres gris, toutes sortes de verres gris, le moissonneur ou le panaché, ou etc. Puis elle étudiait s'il y avait des virus, des champignons, des maladies qu'elle pouvait reproduire peut-être ou qu'une compagnie pouvait reproduire comme le sérum veut faire ou l'intention de faire. Fait que il y a entre 20 et 30 ans, c'est une Allemande. Peut-être qu'en fouillant dans mes papiers, je pourrais trouver ses coordonnées, mais peut-être en appelant François Demers et Colomax, il pourrait trouver ses coordonnées. Ah, il y a une bonne mémoire, François, hein? Pardon? Il y a une bonne mémoire, François. Oui, oui. C'est un projet qui a déjà existé, là, qui a déjà été en marche. Puis je pense qu'elle avait reçu beaucoup de chenilles d'un peu partout au Québec. OK. Vous me faites penser au niveau de l'IRDA. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu ce terme-là. Là. IRDA, là, il y a présentement un projet qu'on attendait de démarrer, là, mais c'est dans le maraîchage, je le connais à peine. Là. C'était une chercheuse, là, Annabelle Harley, excusez, j'ai de la misère avec son nom de famille. Donc, cette dame-là, dans le fond, elle a un projet plus sur le maraîchage, sur les techniques là, de travail de sol, mécanique, là, les impacts là, au niveau du maraîcher. Là. Donc, c'est un projet qui devait démarrer l'année passée. Théoriquement, ça a été reporté cette année. Je n'ai pas de nouvelles, là, voir qu'est-ce qu'il y en était, là, mais c'était dans le maraîchage. Là. Fait qu'il y avait quelque chose. Puis c'était vraiment au niveau de la lutte au ver gris. Peut-être qu'il y a un lien de tout ça. Là. Mais je vais appeler François Demers. Ah oui. Une bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Sarah, j'ai envoyé dans le chat une photo d'un de nos maraîchers bio qui a mis ça sur notre groupe Facebook, une photo de son ail qui est en train de se faire déjà commencer à se faire comme Valère parlait. Là. Fait que là, c'est le début. Là. Mettons, dans Charlevoix déjà, moi, je trouve que pour le 6 mai, là, c'est pas encourageant. Moi, je trouve ça vraiment décourageant là, pour cet été. Si c'est fait comme l'été passé. T'sais. Fait qu'on en a déjà dans les. Ça veut dire que les premières cultures sorties sont déjà attaquées. C'est pas comme si on dit peut-être cette année, ça va être moins pire. Là, c'est déjà en train de se faire ravager. Là. Fait que, ça augure mal pour les premières plantations. Là, ouais. Tu regarderas si tu veux l'envoyer à ceux qui peuvent identifier la photo si c'est vraiment des. Je vais essayer de le loader. Là. Oh, si ça marche. Là. Essayez ça. J'ai-tu réussi? Je suis en face de ce maraîcher-là. Là. J'étais à côté aussi. Puis je confirme que la semaine dernière, quand c'était sec, j'en ai vu quand même. Au début, je voulais comme pas y croire. J'essayais vraiment d'en analyser, mais c'est sûr que c'est ça, là, à revoir les petites lignes noires, la ligne blanche. Là. J'espérais que je ne reverrais pas cette année, mais j'en ai vu quand même quelques-uns dans mon champ. OK. Puis Capozois, l'année passée, avez-vous été vraiment infecté beaucoup déjà? Oui, aussi? Énormément, mais Charles, l'an passé, il n'était pas là. Ouais. Puis moi, j'étais comme en retour de prairie, c'est un petit peu inévitable, là, mais celui il est comme à 200-300 mètres là, de chez nous, plus 500 mètres. Là, fait que, probablement que cette année aussi, il y en a dans son ail. Là, fait que... Sur la photo, je pense que ça ressemble à ça aussi, mais Sarah va pouvoir nous le dire. Je vais essayer de l'envoyer une collègue. Là. C'est comme pas évident à voir. On dirait qu'il y a comme deux verres différents. Là. Mais c'est peut-être juste à cause des fois, le focus n'est pas à bonne place. C'est dur à voir les détails. Là. Je vais essayer d'envoyer ça à des collègues en maraîchage. Là. Ils sont comme plus habitués de les voir dans le maraîchage qu'est-ce qu'il y a comme disponibilité ou possibilité. Là. Donc, c'est plus facile à comparer là, quand on se compare. J'avais une question, Sarah. Tantôt, il a été question de peut-être faire un autre webinaire plus maraîcher. Je voulais entendre les producteurs. Est-ce que ça serait une bonne idée de le faire dans la saison estivale? Mettons fin mai, début juin, vous êtes dans le jus, où la situation est assez alarmante que
vous allez réécouter ou prendre le temps. Je pense que vous m'entendez, le problème est tellement critique que n'importe quand, ce serait très intéressant un webinaire sur le verre-gris, verre coupant. Parfait. Fait qu'on regardera avec Sarah et ses collègues qu'est-ce qui est possible de faire. Peut-être pour terminer, je voulais peut-être juste donner un petit peu d'infos sur deux trucs, là, des possibilités qu'il y a au MAPAC. T'sais, vous avez beaucoup d'idées, puis vous avez essayé des choses. Il y a des possibilités d'avoir des programmes d'aide financière là, pour faire des essais à la ferme ou faire des essais d'innovation pour voir, je pense par exemple au programme de développement au niveau de l'agroalimentaire en région, le PADAR qu'on appelle, bien, vous pouvez aller chercher un petit peu d'aide financière pour vous aider à faire des essais puis avoir de l'aide, mettons, du milieu. Fait que, vous pouvez vous organiser entre vous pour dire, ben, oui, le MAPAC a des essais de fait, mais nous aussi, on peut en faire. Vous pouvez faire des affaires qui s'adaptent à vous, c'est possible. On appelle ça des programmes PADAR pour essai innovation. Donc, il y a ça, vous pouvez aller chercher. Donc, c'est 50 des dépenses jusqu'à un maximum de 10 000. Fait que ça peut être intéressant. Fait que, vous pouvez vous organiser un producteur qui fait une demande, ou ça peut être vos agronomes avec qui vous travaillez, ou bien ça peut être un organisme là, comme là, je dis l'UPA, mais ça peut être n'importe qui. Ça peut être votre fédération. Donc, ça peut être une option possible qui peut être intéressant. L'autre truc aussi, là, c'est au niveau du primaire, là, il y a quelque chose qui s'appelle essai exploratoire. C'est vraiment pour des techniques qui sont non éprouvées, qui pourraient, comment dire, vous aider à mieux gérer là, certaines techniques. Puis c'est une problématique qui est régionale. Là, tout le monde la vit présentement. Là. Donc, ça peut être des options. Donc, si vous avez des idées que vous voulez davantage que ça soit, comment dire, encadré par des agronomes ou des conseillers avec vous, bien, ça peut être quelque chose qui peut être fait. Il faut que la demande vienne du milieu. Ça ne sera pas le MAPAC qui va le faire pour vous. Nous, on va vous accompagner là-dedans, mais il faut que vous ayez des conseillers avec vous qui pourraient vous accompagner et dire, ben, nous, on va tester ça chez nous, puis on va se faire suivre. Donc, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Donc, s'il y en a qui ont des idées puis que vous voulez l'essayer chez vous, ben, n'hésitez pas à communiquer avec vos conseillers là, puis voir s'il n'y aurait pas des tests qui pourraient se faire. Là. Hugo, il y a la même idée, mais je ne sais pas si c'est la même ou une nouvelle. Non, c'est une nouvelle. C'est parce que je me demandais si on sait si c'est quand même effectif, les chauves-souris, sur les vers qui sont pondus par des papillons de nuit. Donc, si on a des retours d'expérience, pas nécessairement juste sur le ver gris moissonneur, mais sur d'autres vers qui sont issus de papillons de nuit. Donc, ça. Bien, j'avais fait un peu de recherche là-dessus l'année dernière, là, en réaction, dans le fond, à ce qui s'était passé. Ça ne règle pas tout le problème. Mais il faut voir le milieu des fois comme un tout, comme un. Comment dire, il peut y avoir plein de choses dans le milieu qu'on peut mettre en place, mais qui va aider avec la biodiversité à mieux réguler le milieu, puis à mieux gérer ce genre de trucs-là. Fait que, les chauves-souris, ben oui, ils en mangent. Ils en mangent des papillons de nuit. Ils aiment vraiment ça, là, les noctuidés, là, mais ils ne pourront peut-être pas toutes les manger. Quand ça reste que c'est une infestation, c'est une infestation. Puis l'autre point, comment dire, de l'autre partie, bien, les populations de chauves-souris sont en déclin au Québec. Fait que c'est quand même pas super le fun, cet aspect-là, mais il y a possibilité de le faire. Fait que il ne faut pas le voir comme l'unique solution. Là. Puis, savez-vous, si on installe un abri pour des chauves-souris, là, si c'est difficile de voir s'implanter une colonie de chauves-souris là-dedans, ou si, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Il y en a qui disent que c'est des années. Là. Fait que ça ne garantit rien. Là. Fait que c'est sûr que s'il y en a, ben, il faut qu'ils choisissent aussi. Là. Moi, j'en ai une cabane à chauves-souris sur mon terrain, puis c'est rendu ma deuxième année, puis j'en ai pas eu la première année. J'espère en avoir la deuxième année. Mais, ça ne garantit rien. Là. Mais les chauves-souris, il y a quand même des milieux qui sont favorables pour eux. Fait que, il faut qu'ils soient capables d'avoir des points d'arrêt pour se promener. Fait que, il faut qu'il y ait des haies brisements, par exemple, que tout leur milieu soit connecté, qu'il y ait accès à de l'eau, qu'il y ait accès à des milieux qui est favorable pour leur alimentation.
Fait que, c'est sûr que c'est un gros tout, là, mais ça ne règle pas tout le problème. Je sais qu'ils ont des essais présentement dans le coin de la Montérégie. C'est pas le même verre, c'est le VGOH, là, le vert gris occidental du haricot. C'est pour le maïs. Eux, ils ont mis ça en place. Là. Ils ont commencé ça là, à poser des cabanes à chauve-souris pour voir si ça va avoir un impact là, sur le VGOH là, de leur côté dans leur région. Mais ça pourrait être quelque chose que vous essayez de faire là, dans votre région. Si ça vous intéresse de dire, ben, on se mobilise à la gang, puis on se dit, ben, nous, on aimerait ça, implanter des cabanes à chauve-souris pour favoriser, dans le fond, l'implantation de ces colonies-là chez nous. Ça ne garantit pas que toutes vos cabanes vont en avoir, puis ça ne garantit pas que cette année, il va en avoir des chauves-souris à l'intérieur. Mais à long terme, ça peut aider le milieu à avoir une belle diversité, puis profiter de la biodiversité là, qui vous rend service. Là. Donc, si plus il y aurait de producteurs qui auraient des cabanes à chauve-souris, plus il y aurait de chances que notre élevage de chauve-souris fonctionne, en fait, c'est ça? Mais c'est sûr que si le milieu est bon, s'ils ont de la belle connectivité, là, ben, connectivité du milieu, je parle, mettons, ils ont des arbres pour se promener, se cacher du vent. C'est pas qu'ils soient comme tout le temps en terrain ouvert. Ce qui est intéressant, là, au niveau du MAPAC, il y a un guide qui a été fait au niveau comment bien comment bien organiser sa ferme pour être capable d'avoir des chauves-souris. Là. Ça peut être intéressant de voir comment c'est fait. Là. Ça répond-tu un peu à ta question? C'est pas une solution miracle. Oui, je me demandais aussi, est-ce que les chauves-souris, ils contrôlent quoi aussi qui peut nous affecter? Est-ce que ça contrôle beaucoup de prédateurs? Je ne pourrais pas te répondre. Moi, j'avais fait une recherche vraiment axée sur les noctuidés. Là. Donc, il aurait fallu que j'élargisse, mais non, je n'ai pas élargi quand j'ai fait ma recherche. Là. Désolée. Okay, merci. Pas d'autres questions. Donc, si je résume, tu nous as apporté des réponses, mais il y a encore des choses à valider avec ta collègue côté maraîcher. Fait qu'on attend votre retour là-dessus. Puis quand j'ai l'info, je le partage avec les courriels que j'ai reçus dans le chat. On a reçu une dizaine, merci. Puis, deuxième chose, on essaie peut-être d'organiser un webinaire dans les prochaines semaines, mais plus axé maraîcher, puis les solutions possibles. Que j'en retiens. Merci beaucoup de votre présence, espérant vous avoir aidé au moins un peu. Ben oui, je pense que ça permet aussi un échange entre producteurs. Là. La partie n'est pas gagnée, mais c'est une petite démarche dans la bonne voie. On va espérer. On voit beaucoup d'ondes positives. Merci beaucoup, mesdemoiselles, pour la formation. Merci d'y avoir pensé, puis de ne pas nous abandonner, puis nous laisser comme seuls là-dedans. C'est bien, c'est intéressant, puis c'est bien pris, je pense, là, pour la région. Je peux parler au nom de tout le monde. Merci beaucoup. Là. Pensez à nous. Ça fait plaisir. Le webinaire va être enregistré, va être disponible sur le site Internet de la Fédération de l'UPA. Donc, voilà. Kat, on peut-tu le mettre, je te prends peut-être un peu à brûle pour point, on peut-tu le mettre sur le lien de l'événement, par exemple, ou c'est pas possible? Oui, on peut faire ça. Ouais, on peut faire ça. On va aussi l'envoyer dans notre infolette. On va le mettre sur le Facebook de l'événement, sur notre site. On va essayer de le diffuser un peu partout, là, mais ça va être disponible là, pour le réécouter. Puis si vous avez des amis qui ont manqué la formation, ben, on va le diffuser. Mais on vous revient, Marie-Maude et moi et Sarah, pour le maraîcher. Parfait. Merci tout le monde. À vous.